Chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Écouter l'Histoire. Le tout premier podcast de cette émission portait sur le déchiffrage de l'écriture grâce à la pierre de Rosette. Dans la continuité de cet épisode aux sources de notre écriture et de notre langage, nous allons partir aujourd'hui vers un territoire qui a vu naître notre alphabet, la Phénicie. Pourquoi s'intéresser à la Phénicie ? Tout d'abord parce qu'elle se situe au cœur du croissant fertile. Cet espace géographique a vu naître les premières sociétés dès la protohistoire à partir du néolithique, c'est-à-dire au 10e millénaire avant Jésus-Christ, puis à partir de 3000 avant Jésus-Christ, l'agriculture et l'organisation urbaine et sociale. Les Phéniciens sont un peuple réputé dès les débuts de l'Antiquité. On dispose de traces de peuplement avant même les débuts de l'histoire, qui sont marqués par l'agriculture, la sédentarisation et la production régulière de céramique. Des populations étaient installées en Phénicie et dans l'espace du Proche-Orient dès le 12e millénaire avant Jésus-Christ. Par exemple, en Haute-Galilée, les archéologues ont mis à jour un petit hameau appelé Malaha, dans lequel ils ont trouvé des poteries primitives. Le saviez-vous ? Vestige vient du latin vestigium, qui signifie trace de pied. Mettons-nous donc en route pour observer les traces de pieds des Phéniciens dans les territoires qui ont vu émerger les premiers récits bibliques. Vous l'aurez compris, les marques et les traces de ces temps reculés nous apportent des clés concrètes pour remonter très loin dans le temps. N'est-ce pas beau et fascinant ? Alors commençons par une petite analyse géographique de ce territoire. La côte phénicienne constitue une frontière et un point de contact et de passage entre l'Asie, le monde occidental, l'Égypte et l'Anatolie, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Elle dispose à la fois d'un accès aux routes de la Méditerranée et des richesses de son territoire montagneux. Il s'agit donc d'une position stratégique convoitée depuis toujours par les grands empires. Les Phéniciens sont réputés pour leur maîtrise de l'agriculture, de la construction, de la navigation et à plus petite échelle pour leur savoir militaire. Les principales villes de Phénicie, connues par l'archéologie et les textes, sont Tyr, Sidon et Byblos. Tyr et Sidon se développent pendant la deuxième moitié du deuxième millénaire. Elles deviennent des ports importants. Homère parle même des Sidoniens, habitants de Sidon, pour qualifier les habitants de la Phénicie. Et dans la Bible, on observe le même procédé. Dans le livre de Josué, la Phénicie est désignée par les villes de Sidon et Byblos. La connaissance de l'histoire phénicienne permet de mieux comprendre les textes fondateurs du judaïsme et du christianisme. C'est donc un bon moyen pour revenir aux textes dits historiques, notamment dans la Bible, le livre de Samuel et le livre des rois, qu'il est essentiel de replacer dans un contexte et une chronologie qui correspondent à nos connaissances actuelles, fondées sur des découvertes archéologiques ainsi que des sources, en écriture cunéiforme le plus souvent. Une découverte exceptionnelle de sources a d'ailleurs permis d'éclairer de grands pans de l'histoire phénicienne. Il s'agit des archives royales de Mari. Dans les années 1930, 15 à 20 000 tablettes en écriture cunéiforme, c'est-à-dire une écriture en forme de clou, ont été exhumées du temple royal de la ville de Mari en Mésopotamie. Bien que celle-ci ne soit pas située en Phénicie, de nombreux textes concernent le Proche-Orient et notamment la cité de Byblos. Parfois, la frontière est un peu confuse dans les écrits religieux entre les débuts de l'histoire et ce qui relève du récit symbolique. Il faut donc s'appuyer sur nos connaissances historiques pour les analyser. On sait que Tyr est une des cités les plus puissantes de Phénicie et qu'elle entretient des liens privilégiés avec le roi d'Israël. On dispose d'une liste des rois de Tyr qui nous a été transmise par un historien du 1er siècle, Flavius Joseph, qui avait établi cette liste grâce à un document qui est aujourd'hui perdu. Les premiers souverains de Palestine, décrits dans les livres historiques de la Bible, fuient l'Égypte à la suite des mauvais traitements et de la condition d'esclaves dans laquelle ils étaient réduits par le pharaon. Après avoir quitté l'Égypte et traversé le Sinaï sous la conduite de Moïse, vers les années 1250 avant Jésus-Christ, sous le règne de Ramsès II, ils s'installent dans un territoire dont on sait traditionnellement qu'il était phénicien. Vient alors le temps des premiers rois, Saül, David et Salomon.
David demande l'aide du roi de la ville de Tyr, Hiram Ier, pour bâtir le temple de Jérusalem destiné à abriter l'arche d'alliance, comme nous l'indiquent les textes bibliques. Seulement là, nous avons un problème de date avec les textes, car les dates du règne de David, qui vont de 1010 à 970 avant Jésus-Christ, sont antérieures au règne d'Hiram Ier. Donc, on peut penser qu'en réalité, le roi David a noué des contacts diplomatiques avec le père du roi Hiram, Abidal, et qu'ensuite, c'est le roi Salomon qui a réalisé l'alliance entre le royaume d'Israël et la cité phénicienne de Tyr. Cette période correspond à des temps de prospérité pour les Phéniciens et de diffusion de l'alphabet. Le nom même de la Bible tient son origine du papyrus dont Byblos favorise la diffusion en produisant et en important d'Égypte. C'est ce papyrus que l'on appelait le Byblos, par métonymie, et sur lequel furent écrits les premiers récits bibliques. Prenons quelques instants pour observer Byblos. Qu'est-ce qu'on peut observer dans cette ville ? Byblos est une cité côtière qu'on appelle aujourd'hui Djebal, qui se situe entre Beyrouth et Tripoli. La ville s'ouvre sur les rivages de la Méditerranée. Tout d'abord, il faut rappeler que le site avait été mis au jour par Ernest Renan dans le cadre de la mission Phénicie entre 1860 et 1861. Donc cet auteur, Ernest Renan, 2 ans après cette mission, publie une vie de Jésus qui a connu un vif succès sous le Second Empire. Il s'agit donc d'un site important dans l'historiographie française. Et un autre grand archéologue français a également fouillé Byblos, Maurice Dunant. Byblos est donc en quelque sorte devenu aussi une histoire française. L'un des premiers vestiges découverts à Byblos est le sarcophage du roi Ahiram, qui date du Xe siècle avant Jésus-Christ. Il comprend la plus longue et ancienne inscription en phénicien connue. Pour ceux d'entre vous qui sont adeptes de la saga Indiana Jones, l'archéologue Belloc, dans l'Arche perdue, a été inspiré par Pierre Montet, archéologue et égyptologue français qui a découvert ce sarcophage et réalisé de nombreuses fouilles à Byblos et en Égypte. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Pierre Montet a mis en lumière les liens très forts entre Byblos et l'Égypte, puisque l'Égypte importait de grandes quantités de bois de Byblos dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est grâce à ce bois qu'elle a pu réaliser toutes ces constructions monumentales. Le vin de Byblos était également très apprécié en Égypte, qu'il importait en grande quantité. Les artisans de la cité maîtrisent également la teinturerie et produisent la pourpre, qui est une riche couleur extraite d'un coquillage qu'on appelle le murex et pour lequel ils ont développé une technique de pêche efficace. Bien sûr, la situation de Byblos nous rappelle que les Phéniciens sont un grand peuple de marins. La ville aurait même fondé, dès le 2e millénaire, une colonie sur l'île de Milo, dans les Cyclades, où l'on a trouvé la fameuse Vénus de Milo. Sur tout le pourtour méditerranéen, les Phéniciens naviguent et fondent des colonies avec lesquelles ils échangent leurs produits. Plus récemment, à Byblos, les archéologues ont mis à jour, en 2018, une nécropole souterraine, des tombes creusées dans la roche. Cette cité dévoile peu à peu son histoire. Elle est l'une des plus anciennes cités préservées de la destruction que l'on connaisse aujourd'hui. À partir du 9e siècle avant Jésus-Christ, l'histoire de la Phénicie est ponctuée par les invasions, à commencer par l'invasion du roi assyrien Assurbanipal II. La dernière invasion, qui marque réellement la fin de l'histoire propre de la Phénicie et les débuts de l'histoire grecque, est la conquête de Tyr par Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ. À travers ces quelques éléments de l'histoire phénicienne, on peut voir les forts enjeux de la préservation de ce patrimoine qui habite les premiers trésors de notre humanité. Le moment est venu de nous quitter. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et la Phénicie aussi.